En 1992, lors d'une interview, le chercheur américain Michael Talbot révéla que l'univers est un hologramme. Il explique que l'univers physique est dans l'esprit de l'être humain et qu'il se structure par la conscience. Cela signifie que les schémas de pensée de l'homme, ses croyances, ses émotions profondes et ses pensées sont ce qui façonne la réalité tout entière. Et contrairement à de nombreux mythes, il montre que la science moderne explique déjà cela, et plus particulièrement la physique quantique, qui démontre que l'observateur est l'observé. Cela révèle donc une chose simple: si la conscience est fondamentale à toute chose, alors la mort, telle qu'on l'entend, ne peut pas être une fin, mais simplement un changement de forme. Et si l'univers est holographique, c'est-à-dire que tout est fait de conscience, alors rien ne peut réellement nous nuire, car tout est fait de la même et unique substance. Michael Talbot révéla tout cela dans une interview unique sur Thinking Aloud, longtemps restée masquée par la conscience collective. Mais aujourd'hui, nous sommes prêts à la voir et elle refait surface. La voici, traduite en français avec l'IA. Aujourd'hui, nous allons explorer le modèle holographique de la réalité et ses implications pour nous-mêmes, nos corps et le monde qui nous entoure. Je suis aujourd'hui en compagnie de Michael Talbot, auteur de plusieurs ouvrages, dont Mysticism and the New Physics, Beyond the Quantum, Your Past Lives et, plus récemment, The Holographic Universe, ainsi que de 3 romans. Bienvenue, Michael. Merci, Jeffrey. C'est un plaisir d'être avec vous. Ravi d'être avec toi. Vous savez, une des choses que vous soulignez dans l'univers holographique, que c'est un modèle qui existe depuis maintenant quelques décennies. C'est vrai. Il commence vraiment à montrer sa puissance en expliquant de nombreux domaines de l'expérience personnelle et de la science. En même temps, pouvons-nous parler un peu de la façon dont ce modèle s'est développé? Bien sûr, il a été développé par 2 hommes, dont un physicien de l'Université de Londres nommé David Bohm. C'est une forme de proposition. Protégé d'Einstein et un neurophysiologiste de l'Université Stanford nommé Karl Pribram, et ils ont travaillé indépendamment l'un de l'autre. Pribram étudiait la mémoire et a découvert qu'il existe des preuves que le cerveau fonctionne de manière holographique. Et Bohm étudiait la physique subatomique et a constaté qu'à l'échelle subatomique, la structure de la réalité semble posséder des propriétés qui rappellent un hologramme. Donc, si vous combinez ces 2 idées, à savoir que notre cerveau semble être holographique et que l'univers l'est aussi, cela suggère que, peut-être que c'est une preuve convaincante que l'univers pourrait être une sorte d'hologramme, non pas qu'il soit littéralement un hologramme, mais que c'est une bonne métaphore ou une façon de comprendre l'univers. Maintenant, quand vous dites que c'est holographique, que voulons-nous dire au juste? En résumé, cette réalité serait plus malléable et changeante, comme une image. Une construction solide, une sorte de monde fait de bâtons et de pierres, a quelques autres implications, dont l'une est qu'un hologramme possède une propriété inhabituelle. Si vous utilisez un film photographique contenant une image holographique, cela signifie que vous ne pouvez pas voir cette image à l'œil nu. Pour reconstituer l'image, il faut faire passer un faisceau laser à travers le film. Si vous avez une rose sur le film, un laser la traverse, vous obtiendrez une image 3D de la rose de l'autre côté. Coupez le film en 2, passez un laser à travers chaque morceau donnera une rose entière, une propriété très inhabituelle et défiant l'imagination. Coupez-le en 4, vous obtenez 4 roses, en 8 roses. Donc, l'univers est un hologramme. Cela signifie, selon William Blake, on peut trouver l'univers dans un grain de sable, chaque partie de l'univers reflète l'ensemble. C'est très profond. C'est époustouflant et vous savez, l'une des choses que vous soulignez dans une note de bas de page de votre livre, que j'aimerais mentionner, c'est que cela ne s'applique pas à beaucoup des types d'images holographiques qui sont vendus couramment, n'est-ce pas? Oui. Des pendentifs et objets sans laser. N'est-ce pas? À chaque conférence, quelqu'un vient me voir et dit « Ils ont coupé l'hologramme en 2 sur leur carte de crédit, l'ont abîmé, sans l'effet escompté. » Cela ne s'applique qu'aux images que vous ne pouvez pas voir à l'œil nu, que vous devez reconstituer. Si vous regardiez un film holographique, il pourrait ressembler à des ondulations sur un étang, à moins qu'une lumière laser ne soit projetée à travers lui. C'est ça. Aucune image déchiffrable sur le film. Cela ressemble à des ondulations sur un étang. Comme quand on jette des cailloux, il y a toutes sortes de petits cercles. On appelle cela des motifs d'interférence. C'est ça. C'est comme lorsque vous jetez 2 cailloux dans un étang et que les ondulations se croisent. C'est exactement ce qu'il y a sur le film. C'est l'entrecroisement de la lumière laser qui est enregistrée sur le film photographique. Donc, il y a cette idée, à propos d'un hologramme, qu'il existe 2 niveaux. L'un est cette image tridimensionnelle qui est projetée et elle peut paraître si réelle que vous avez envie de tendre la main pour la toucher. Et puis l'autre niveau, ce sont ces motifs d'interférence. Oui, cette réalité dans un hologramme peut se manifester de 2 façons, comme une image concrète ou comme une sorte de flou indéchiffrable d'énergie.
Et une analogie à cela, c'est lorsque vous regardez Johnny Carson à la télévision. En réalité, son image est encodée de deux manières. L'une est l'image concrète sur l'écran de télévision. L'autre est le flou des ondes radio qui traversent le salon. Et si l'univers est, d'une certaine manière, un hologramme, cela suggère qu'il pourrait exister deux niveaux de réalité très radicalement différents que la réalité concrète que nous voyons, vous savez, quand nous regardons ces chaises, les arbres, les nuages et tout le reste. Nos corps. Ce ne sont là qu'une façon parmi d'autres dont la réalité se manifeste, et il en existe une autre à un niveau plus profond. Il existe un niveau de réalité où tout se dissout dans un océan d'énergie. Il est interconnecté de manière holographique, chaque portion de l'univers étant contenue dans chaque minuscule zone de l'univers. Cela implique que cette idée selon laquelle nous menons nos vies quotidiennes en pensant que nous sommes séparés les uns des autres, et que la tasse est séparée du café qu'on y verse, que ces notions sont d'une certaine manière, superficielles ou contredites à un niveau plus profond. Eh bien, elles sont artificielles, assurément, et Bohm insiste vraiment là-dessus. Et c'est une notion très intéressante parce que, dans notre façon de penser occidentale, nous sommes tellement attachés à l'idée que lorsque nous inventons un concept comme une pomme ou un électron ou autre, cela existe là-dehors. Et nous oublions, un peu comme des poissons inconscients de l'eau dans laquelle ils nagent, que les cases conceptuelles que nous utilisons, les mots, pour décrire la réalité, sont des phénomènes à l'intérieur de notre tête. Ils ne sont pas à l'extérieur. Et la plupart du temps, c'est une querelle philosophique. Mais lorsque l'on en vient à la physique quantique, et c'est l'une des raisons pour lesquelles Bohm a proposé l'idée holographique, cela commence à avoir de réels effets. Et l'un de ces effets, c'est qu'on a découvert que si l'on prend deux particules subatomiques, comme des électrons, dans certains cas, lorsque l'on fait quelque chose à l'une, cela affectera toujours l'autre, peu importe la distance qui les sépare. C'est un peu comme les histoires que vous avez entendues sur les jumeaux identiques, où lorsque l'un est blessé, l'autre ressent la douleur. Et le problème, c'est que nous ne trouvons aucun processus connu en physique qui puisse expliquer cela, qui explique comment ils pourraient s'envoyer un signal l'un à l'autre. En fait, parce qu'il faudrait plus vite que la vitesse lumière. Instantané. Il faudrait que ce soit un signal instantané. Et la théorie de la relativité d'Einstein dit que vous ne pouvez pas avoir de signaux instantanés car cela signifierait que vous pourriez violer la barrière du temps et, potentiellement, appeler votre grand-père et lui dire de ne pas épouser votre grand-mère. Et la plupart des physiciens disent que ce serait tout simplement trop troublant à intégrer dans une vision rationnelle de la réalité. Bohm l'explique d'une manière différente, qui est très intéressante. Et il dit, si vous imaginez que vous avez un aquarium dans lequel nage un poisson, vous avez une caméra de télévision face à l'avant de l'aquarium, une autre face aux côtés de l'aquarium et vous avez un moniteur relié à chaque caméra. Maintenant, imaginez en plus que vous venez d'une culture qui n'a jamais vu d'aquarium, jamais vu de poisson, jamais vu de moniteur ni de caméra. Tout ce à quoi vous avez accès, ce sont les deux images sur ces écrans. Il dit que peut-être, vous savez, si vous regardez ces deux écrans, vous allez voir une vue latérale d'un poisson et une vue frontale d'un poisson. Et comme vous ne connaissez pas la réalité plus profonde, la réalité de l'aquarium, vous pourriez supposer qu'il s'agit de deux choses distinctes. Deux poissons différents. Deux poissons différents, deux objets différents, mais chaque fois qu'un poisson bouge, l'autre va faire un mouvement correspondant. Et vous pourriez alors en venir à la conclusion que, d'une certaine manière, un poisson envoie un signal à l'autre, communique avec l'autre pour lui dire « Hé, fais ça, instantanément ». Et Bohm dit, c'est ce que nous avons fait avec les particules subatomiques, nous supposons qu'une communication instantanée a lieu, et ce n'est pas du tout ce qui se passe en réalité. À un niveau plus profond, un niveau très holographique de la réalité, chaque particule de l'univers s'effondre en une sorte d'unité cosmique. Ils ne se transmettent pas de signaux. Ils sont comme ce poisson, où il y a le niveau de l'aquarium. Et donc, ce que cela signifie, en parlant de mots, c'est qu'il n'y a pas de séparation entre les électrons. De plus, il n'y a pas de séparation entre les personnes. Et cela a toutes sortes d'implications vraiment stupéfiantes, dont l'une est que nous avons toujours essayé de comprendre, par exemple, les phénomènes psychiques comme « comment pourrais-je obtenir des informations de ta tête ?» et de ma tête comme s'il s'agissait d'un signal allant dans un sens puis dans l'autre. Mais si nous sommes organisés, si nous vivons dans un univers qui est organisé, holographique, alors il n'est plus nécessaire de l'aborder de cette façon. Il se pourrait que j'ai l'univers entier, chaque neurone, chaque cellule, chaque atome, chaque électron dans ma tête, et toi aussi. Donc, lorsque nous pouvons accéder à cela, nous pouvons accéder à des informations qui semblent dépasser nos perceptions sensorielles habituelles. Eh bien, vous savez, je m'intéresse beaucoup aux phénomènes psychiques et je sais que vous avez eu de nombreuses expériences personnelles et j'aimerais en parler, mais je pense que ce n'est pas un modèle qui a été développé pour expliquer les phénomènes psychiques. Pour des neuropsychologues comme Karl Pribram,
Le fait que ce modèle fournisse une explication au phénomène psychique est presque un peu embarrassant. Il a développé le modèle holographique parce qu'il essayait de comprendre la mémoire. C'est ça. Alors parlons-en. Bien sûr. Pribram travaillait sous la direction d'un neurophysiologiste très célèbre nommé Carl Lashley, à une époque où l'on pensait que la mémoire était stockée dans un endroit précis du cerveau. Il existait alors ce qu'on appelait la fameuse cellule de la grand-mère, c'est-à-dire qu'il y aurait littéralement une cellule dans votre cerveau qui contiendrait le souvenir de votre grand-mère, tout ce que vous saviez à son sujet. Ils ont donc mené une série d'expériences assez atroces pour les amis des animaux, mais qui ont abouti à des découvertes très profondes. Ils prenaient des rats, leur apprenaient à parcourir des labyrinthes, puis retiraient chirurgicalement différentes parties de leur cerveau. Pribram et son mentor, Carl Lashley, raisonnaient que s'ils pouvaient retirer une partie du cerveau et que le rat ne pouvait plus parcourir le labyrinthe, ils ont trouvé la zone du cerveau où la mémoire de la capacité du rat à parcourir le labyrinthe était encodée. Or, chaque fois qu'ils retiraient une portion différente du cerveau, ils découvraient qu'ils ne pouvaient jamais effacer la mémoire de la façon de parcourir le labyrinthe. Ils pouvaient altérer la capacité du rat, de sorte qu'il pouvait traverser le labyrinthe en boitant, mais ils ne pouvaient pas la supprimer. Et en fait, vous savez, les chirurgiens savaient cela depuis un certain temps, les médecins aussi, parce que lorsque des personnes subissent des traumatismes crâniens, elles n'oublient pas la moitié de l'alphabet, ou de leur famille, ou d'un roman qu'elles ont lu. Elles souffrent d'une altération globale de la mémoire, où toute leur mémoire peut devenir floue, mais les souvenirs ne semblent pas être stockés dans notre tête de la même manière que des livres sont rangés sur une étagère. Et ce n'est que dans les années 60 que Primer a découvert le modèle holographique. Ce modèle affirme que le tout est contenu dans chaque partie. C'est alors qu'il s'est dit « Ah, c'est peut-être ce qui se passe dans le cerveau ». Plus précisément, un hologramme est constitué de motifs d'interférence. L'hologramme dont nous avons parlé plus tôt est créé à partir du motif d'interférence de la lumière laser, mais il peut aussi être formé à partir des motifs d'interférence de n'importe quel type d'énergie, électromagnétique, électricité, rayons X, même. Et donc, Pribram a dit: puisque nos synapses émettent constamment des impulsions électriques, celles-ci sont comme des cailloux proverbiaux tombant dans une sorte de bassin électromagnétique qu'est notre cerveau. Elles envoient des ondes qui se croisent sans cesse, et ils pensent que c'est cela l'hologramme du cerveau, c'est la façon dont nous pensons et dont nous nous souvenons passe par cet hologramme à l'intérieur de la tête. Cela s'appliquerait aussi dans un autre sens, car si vous prenez une image holographique et que vous la coupez en 2, en 4 ou en 10, à chaque fois que vous la réduisez, l'image devient de plus en plus floue, même si l'image entière est toujours là, exactement comme la mémoire semble l'être. Elle devient plus floue lorsque des parties du cerveau sont retirées. Oui, c'est exact. Pribram a alors également remarqué que le même principe s'appliquait au traitement de l'information visuelle. Eh bien oui, c'est très intéressant. Il n'a pas fait la découverte lui-même, mais il est tombé sur les recherches menées par d'autres chercheurs. Et c'est une autre chose très intéressante. Comme vous le savez, la nature utilise toutes sortes de langages mathématiques. Lorsque nous cherchons à comprendre des phénomènes physiques, nous constatons généralement qu'il existe une sorte de fondement mathématique à tout phénomène. Il existe d'innombrables langages mathématiques. Il s'avère que le langage mathématique utilisé dans la création de l'hologramme est un système de mathématiques développé par un Français nommé Fourier. On les appelle les transformations de Fourier. Eh bien, il se trouve aussi que notre cerveau utilise les transformations de Fourier pour traduire l'information visuelle. C'est une situation très inhabituelle. C'est un peu comme découvrir que des Esquimaux parlent espagnol. Ce n'est pas une preuve que le cerveau est un hologramme, mais cela suggère que le cerveau en est un. Et il s'avère, en fait, que tous nos sens semblent reposer sur une sorte de transformation de Fourier, qu'ils semblent tous utiliser les mêmes mathématiques. Donc, encore une fois, voici une preuve que le cerveau utilise les mêmes mathématiques pour déchiffrer le monde sensoriel que celle impliquée dans la création d'un hologramme, ce qui, comme je l'ai dit, n'est pas une preuve, mais constitue un indice convaincant qu'il se passe quelque chose à ce niveau-là. Eh bien, cela semble suggérer une nouvelle façon de considérer la conscience elle-même. Tout à fait, oui. Et c'est quelque chose d'intéressant. Je dois dire que je diffère un peu de Pribram parce que Pribram pense que le cerveau, vous savez, comme je l'ai dit, ce sont les motifs d'interférence électrique du cerveau, c'est un hologramme cérébral. Je suis un peu mystique parce que, vous savez, dès mon plus jeune âge, j'ai eu une expérience de sortie du corps où j'ai quitté mon corps et il m'est devenu tout à fait évident pendant que je vivais cette expérience que je pensais, mais que mon cerveau était resté dans mon corps, que je pouvais voir allongé sur mon lit. Je savais que ce n'était pas juste un rêve, parce que j'ai flotté au-dessus du sol, à l'extérieur de la maison de ma famille, et j'ai vu un livre posé par terre.
Et c'était un livre de l'écrivain français de nouvelles Guy de Maupassant. Et le lendemain, un voisin m'a dit « Au fait, Michael, j'ai perdu un livre de bibliothèque de Dida Maupassant. Tu l'as vu ?» Je me suis dit « Eh bien, j'ai flotté au-dessus la nuit dernière. » Je ne l'ai pas dit au voisin, mais le livre était bien là. Et j'ai toujours été je suis encore très orienté vers la science. Je veux comprendre le monde en termes scientifiques. Mais c'était vraiment la première fois que je devais en quelque sorte confronter, vous savez, la différence entre mes croyances spirituelles, que nous pouvons survivre, vous savez, à la mort de notre corps, et cette conviction profondément ancrée, cette croyance scientifique que j'ai selon laquelle c'est le cerveau qui pense. Et j'ai eu une sorte d'illumination où je me suis dit, ce n'est pas le cerveau qui pense. Donc, je ne suis pas entièrement certain qu'il ne s'agisse que des motifs d'interférence électromagnétique, c'est-à-dire de l'hologramme cérébral, car ceux-ci, évidemment, disparaîtraient lorsque le cerveau meurt. Je pense qu'il pourrait y avoir un niveau plus subtil, une énergie plus subtile, que nous n'avons pas encore découverte avec notre technologie, qui serait également impliquée dans ce processus. Eh bien, le modèle de Bohm, c'est pertinent et intéressant à ce stade, car il ne considère pas l'univers comme un hologramme constitué de motifs d'interférence électromagnétique. Il s'intéresse au potentiel d'ondes quantiques qui sont à un niveau bien plus profond. Et je dois dire que j'ai entendu Pribram en parler de façon très similaire. Ce sont des potentiels d'ondes quantiques dans le cerveau lui-même, ce qui correspond à un niveau d'énergie et de matière bien plus profondément enraciné que le niveau électromagnétique. C'est ça. Bohm, c'est quelque chose d'assez curieux en science. Le grand physicien Hermann Bondi appelait cela l'attrait de la complétude. Nous avons tendance, lorsque nous trouvons une sorte de limite extérieure à ce que nous pouvons mesurer, à supposer qu'il n'y a rien au-delà. Et j'y fais référence, c'est un peu comme, vous savez, dans les temps anciens, lorsque nous ne connaissions qu'une certaine partie du monde, les gens semblaient toujours dire, au-delà du bord de la carte, il y a des monstres, qu'il n'y avait rien là-bas. Et la même chose se produit en physique. Avec notre technologie, nous sommes parvenus à atteindre un certain niveau. En réalité, et c'est un préjugé courant chez de nombreux physiciens, au-delà de ce niveau, il n'y a rien, il y a des monstres, il n'y a que le vide. Et c'est intéressant, comme je le disais, que nous ayons besoin de cette aspiration à la complétude, que nous ayons le sentiment que notre connaissance de l'univers est tout ce qui existe dans l'univers. Bowman, je crois, très judicieusement, il est l'un des rares physiciens à oser dire que le roi est nu, à demander sur quelle base rationnelle s'appuie-t-on. C'est simplement un préjugé de supposer que rien n'existe au-delà de ce niveau de réalité. Et il pense qu'il existe toutes sortes de domaines de réalité au-delà de ce niveau microscopique. Et il théorise qu'il pourrait y avoir d'innombrables énergies subtiles, encore plus subtiles, à ces niveaux. Le potentiel quantique en est un. C'est un champ théorisé qui n'a pas été mesuré ni découvert par la science. Mais Bohm estime qu'il existe des preuves permettant de supposer son existence. Et il me semble que c'est maintenant plutôt bien accepté parmi les physiciens quantiques. Je ne dirais pas ça. Non, c'est assez controversé. Et la raison pour laquelle c'est controversé, c'est que l'explication standard de la physique quantique a décidé de s'en tenir à cette idée de complétude qu'il n'y a rien au-delà. Vous savez, le physicien danois Niels Bohr, qui fut l'un des fondateurs de la physique quantique, a essentiellement dit ceci. Quand on descend à un certain niveau de la réalité, les choses deviennent floues et on ne peut plus rien savoir. Et Bohm prend une voie très différente qui, à ce stade, est plutôt mal vue par beaucoup de physiciens, car la plupart ont été formés selon la pensée de Bohr. Oui, et Bohm, le potentiel quantique, n'est pas vu d'un bon œil par la plupart des physiciens, je dirais. Eh bien, je ne pense pas que nous voulions entrer dans une discussion trop technique sur la physique quantique pour le moment, mais je pense qu'il est important d'évoquer le principe d'incertitude parce que, d'une certaine manière, c'est là que la physique boucle la boucle. Et si je comprends bien, les physiciens disent, eh bien, il peut y avoir toutes sortes de choses, mais nous ne le saurons jamais parce que nous interagissons avec elles. Chaque fois que nous essayons d'observer des particules au-delà d'un certain niveau, le simple acte d'observation modifie les choses. Et cela nous amène à un point où nous réalisons que la distinction entre le sujet et l'objet s'effondre. C'est vrai, mais les physiciens deviennent très étranges à ce sujet. Ils deviennent un peu schizophrènes parce ils admettent ouvertement que la distinction entre sujet et objet s'effondre à ce niveau-là, mais ils disent que d'une certaine manière, cela n'a aucun effet dans le monde réel. Cela ne se traduit pas du niveau microscopique à notre niveau. Bien qu'il y ait une sorte de preuve insidieuse dans le monde scientifique que cela se traduit à notre niveau. Un exemple évident, je pense, que cela se traduit à notre niveau, c'est que l'hélium ne peut pas être solidifié.
Vous pouvez congeler l'hydrogène à l'état solide, vous pouvez congeler le dioxyde de carbone à l'état solide, mais pour que l'hélium devienne solide, pour que ces atomes s'alignent sous forme solide, cela violerait le principe d'incertitude et la nature ne semble pas le permettre. Donc, vous ne pouvez pas, peu importe à quel point l'hélium est refroidi, il reste liquide. Pour moi, vous pouvez avoir un bécher rempli d'hélium liquide, et cela existe à notre niveau d'existence. C'est une sorte de manifestation du principe d'incertitude, et c'est là que ce principe semble s'être glissé dans notre monde. Et il y a d'autres choses qui se passent en ce moment que nous. Il existe un appareil appelé Squid qui est une sorte de bobine électrique dans laquelle il semble que nous pourrions être capables de le démontrer. Le courant, si vous demandez dans quelle direction il circule dans la bobine, il va dans les deux sens à la fois, ce qui est en quelque sorte une impossibilité de faire cela simultanément. Cela aussi est un phénomène quantique où ces deux réalités se superposent. Donc je pense que nous franchirons cette barrière. Eh bien, je dois admettre, Michael, que je ne suis pas sûr de saisir totalement les implications de ces exemples. Mais les exemples sur lesquels j'aimerais me concentrer, qui semblent plus pertinents, sont ceux qui suggèrent l'énorme capacité de l'esprit à influencer les systèmes du corps, l'effet placebo, le travail sur la guérison et la visualisation. Eh bien, cela nous éloigne de Bowman pour aller vers Pribram, mais c'est tout aussi intéressant avec des implications tout aussi profondes. Pribram, comme je l'ai dit, affirme que nous pensons avec des hologrammes à l'intérieur de notre tête et qu'il existe à l'extérieur quelque chose qui ressemble aux ondes radio dans la pièce d'où votre téléviseur capte l'image. Donc, en essence, nous sommes des téléviseurs conscients. Ce que nous pensons être la réalité quand nous regardons ici n'est en fait que l'image sur le téléviseur dans notre esprit, mais cela n'existe pas à l'extérieur. Et Pribram dit que c'est pourquoi il existe des preuves montrant que nous semblons réagir davantage au modèle de la réalité dans notre tête qu'à ce qui se trouve à l'extérieur. Dans l'univers holographique, je donne l'exemple d'un psychologue qui a mené une étude où il a pris des soldats, il les a tous fait marcher la même distance, mais il a dit à certains qu'ils avaient marché, par exemple, il les a tous fait marcher 20 miles, mais il a dit à certains qu'ils en avaient marché 10, à d'autres 20, à d'autres encore 30, mais ils ont tous parcouru la même distance. À la fin, il a effectué des relevés physiologiques et a découvert que physiologiquement, ils ne réagissaient pas à la distance réelle qu'ils avaient parcourue, mais à ce qu'on leur avait dit, au modèle de la réalité qu'ils pensaient avoir, à la réalité dans leur tête. Et en médecine, on a utilisé cette application de l'idée holographique. Que nous réagissons au modèle de la réalité, disons, c'est peut-être pour cela que nous réagissons davantage au placebo, aux faux médicaments. Il y a un exemple très célèbre d'un homme atteint d'un cancer lymphatique avec des tumeurs de la taille d'orange partout dans le corps. Son médecin pensait essentiellement qu'il lui restait environ 3 jours à vivre. Cet homme a entendu parler d'un nouveau médicament appelé Crébiosine et a dit « Vous devez absolument me l'administrer ». Et le médecin lui a dit « Eh bien, franchement, vous savez, je ne pense pas qu'il vous reste longtemps à vivre et ce médicament, il faut plusieurs semaines pour qu'il fasse effet. » L'homme le supplia et le médecin céda, en quelque sorte par pitié. Il administra la crébiosine à l'homme et 3 jours plus tard, les tumeurs de l'homme ont fondu, comme l'a dit le médecin, comme des boules de neige sur un poêle chaud, complètement disparu de son corps, plus rapidement que le traitement par radiothérapie le plus puissant n'aurait pu les faire disparaître. L'homme se lève, marche dans sa chambre d'hôpital, reprend une vie normale, il semble complètement guéri du cancer. Quelques mois plus tard, il lit un article affirmant que la crébiosine n'est pas si efficace. Et là, boum boum boum, toutes ces tumeurs réapparaissent. Il retourne à l'hôpital. Le médecin commence à se rendre compte que ce n'était peut-être pas le médicament qui avait guéri l'homme, mais la croyance de l'homme lui-même. Il ment à cet homme et lui dit que ses articles sont erronés. La crébiosine est efficace. Et en fait, j'en ai une version encore plus puissante. Il injecte simplement de l'eau salée dans les veines de l'homme. Une fois de plus, les tumeurs de l'homme disparaissent. Il reprend sa vie normale. Malheureusement, plusieurs mois plus tard, il prend connaissance des études finales sur la crébiosine qui concluent à son inefficacité totale. Boum, 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 ces tumeurs réapparaissent et il meurt. Mais au final, d'une manière ou d'une autre, cet homme a réussi à accéder à un niveau profond de guérison. Il s'est guéri lui-même. Ce n'était pas le médicament, car l'eau salée a eu le même effet que ce prétendu médicament. Et donc, encore une fois, voici un exemple où il a réagi au modèle de la réalité qu'il avait dans sa tête, cette croyance profonde que ce médicament le guérirait, alors même qu'il ne recevait plus le médicament à un certain moment de son traitement, et son corps a réagi en conséquence.
Et pour moi, c'est l'aspect le plus fascinant de l'idée holographique. Il existe d'innombrables exemples de ce phénomène. Une étude sur une nouvelle chimiothérapie en Angleterre a pris un groupe de patients atteints de cancer. À la moitié, ils ont donné le médicament, à l'autre moitié, un placebo, un faux. Personne ne savait qui recevait le vrai médicament ou non. Ils ont dit à tous les patients, c'est un médicament très toxique, il peut vous faire perdre vos cheveux. 30% des personnes ayant reçu uniquement le faux médicament ont perdu leurs cheveux. Et quand j'ai entendu ça pour la première fois, j'ai tout de suite pensé « Oh mon Dieu » à tous les donuts que j'ai mangés dans ma vie et je me suis dit « Oh, c'est vraiment mauvais pour moi » que je réagis peut-être plus au modèle de la réalité qu'aux aspects nutritionnels du donut, vous voyez? Eh bien, je pense que des histoires de ce genre sont connues des scientifiques depuis des centaines d'années, mais elles ont en quelque sorte été écartées, parce que les scientifiques n'ont pas eu de bons moyens d'examiner la possibilité que la conscience puisse affecter les systèmes physiques. Que nous considérons la conscience comme un épiphénomène, C'est ça. mais si l'on considère qu'il existe des ondes stationnaires, des motifs d'interférence et dans le cerveau des images holographiques, cela donne à la conscience un... Je déteste utiliser le terme mécanisme parce que je ne pense pas que ce soit tout à fait le bon terme. Mais cela donne aux gens un modèle dans lequel ils peuvent commencer à mieux apprécier le rôle de la conscience. C'est vrai, et cela peut aussi s'appliquer d'une autre manière, car si l'univers est organisé de façon holographique, nous avons toujours cru qu'il n'y avait aucune connexion entre le cerveau et le corps, je veux dire, pendant la majeure partie de l'histoire de la science médicale en Occident. Au cours des dernières décennies, nous commençons à dire qu'il existe une connexion et nous identifions certains circuits, vous savez, les systèmes de neuropeptides, ce genre de choses. Mais si le modèle holographique est correct, il existe tellement d'interconnexions entre le cerveau et le corps qu'il n'y a plus de division. Il devient donc presque inutile de se demander quel est le circuit, comment le cerveau est-il connecté au corps, parce qu'il n'y a pas de différence, tout comme il n'y a pas de différence entre ces deux électrodes. Eh bien, et pour aller encore plus loin, comme vous le faites, on pourrait dire qu'il n'existe pas de distinction solide et nette entre nous-mêmes et le reste de l'univers tout entier. Je veux dire, cela a des implications profondes pour les expériences spirituelles dont vous avez eu un certain nombre et peut-être qu'avec le temps qu'il nous reste, nous devrions en aborder davantage. Oui, tout à fait. Comme je l'ai dit, j'ai toujours été très intéressé par les sciences, mais j'ai aussi grandi avec beaucoup d'expériences très inhabituelles, notamment le fait d'avoir grandi dans une maison hantée par un poltergeist hanté. J'ai donc eu toutes sortes d'exemples de psychokinésie, d'objets qui se déplaçaient tout seuls pendant mon enfance. Et c'était vraiment étrange dans le sens où, pour moi, c'était normal et j'ai dû apprendre que c'était anormal, un apprentissage plutôt douloureux. Et en grandissant, mes amis trouvaient très étrange que ces choses se produisent. Et l'une des choses que dit Bohm, car Bohm aborde le sujet de la psychokinésie, c'est encore une fois que nous pourrions nous tromper en essayant d'aborder la psychokinésie en nous demandant quelle énergie quitte le cerveau pour déplacer l'objet, car, comme le dit Bohm, il n'y a pas de séparation. La psychokinésie signifie l'esprit sur la matière. C'est ça, déplacer les objets ne relevait que du pouvoir de la pensée seule. Nous sommes aussi connectés à cet objet que sans frontières, nous formons un continuum avec l'objet, comme les motifs d'un tapis. Ainsi, pour que nous puissions déplacer l'objet, cela pourrait être, selon Bohm, simplement un acte de résonance, la prise de conscience qu'il n'y a pas de séparation entre nous. Et pouvons-nous parler un instant de la question de la vie après la mort ou des expériences spirituelles d'autres réalités? Oui, c'est l'un des domaines que vous aviez mentionné plus tôt. L'une des choses passionnantes à propos de l'idée holographique, c'est que des gens l'ont reprise et ont exploré toutes sortes de domaines. Vous savez, certains l'ont utilisé pour dire « c'est ainsi que fonctionne l'acupuncture ». Parce qu'il s'avère qu'il existe de petits systèmes micro-acupuncturaux où l'on peut retrouver l'ensemble du corps dans les points d'acupuncture de l'oreille. Récapituler dans l'oreille. Exactement. Nous avons parlé de l'effet placebo. Certains ont dit que l'idée holographique s'applique aux expériences de mort imminente. L'un de ces individus est Kenneth Ring, qui est à l'Université du Connecticut et étudie les expériences de mort imminente. Et c'est intéressant parce que, dans rapport après rapport de personnes qui ont été déclarées cliniquement mortes, qui vont vers un autre niveau apparent de réalité et puis reviennent, elles font référence à cet autre niveau de réalité, avec des termes comme fréquence, énergie et même hologramme, disant que c'est un niveau de réalité plus plastique, où la pensée semble créer les choses instantanément. Dans les expériences de mort imminente, certains pensent avoir faim et la nourriture apparaît. Un meilleur exemple, hors de leur corps, des personnes voient qu'elles sont nues et se disent « je suis nue ». Elles sont instantanément habillées.
Or, nous ne supposons pas que les vêtements ont une âme, qu'ils ont un esprit qui survit. Donc, il semble que l'esprit puisse extraire quelque chose de cet océan de fréquences, un hologramme de vêtements. Et c'est ce que dit Ken Ring. Nous pénétrons plus profondément dans l'hologramme. Lorsque nous faisons des expériences de mort imminente, lorsque nous quittons notre corps. Il y a donc tellement de domaines différents qui étaient un peu à la marge de notre compréhension et que nous pouvons désormais commencer à observer avec un regard neuf. Michael Talbot, ce fut un plaisir de vous avoir avec moi. Si vous voulez aller plus loin, vous devez absolument lire le Manuel de l'Absolu. C'est littéralement le livre de la conscience. Il est disponible gratuitement sur la chaîne en livre audio, mais vous pouvez aussi l'acheter en version brochée sur Amazon si vous voulez avoir les sources scientifiques de tout cela. Ce livre révèle absolument tout, non seulement la nature holographique de l'univers, mais aussi comment maîtriser votre esprit pour créer votre réalité. Vous aurez les réponses à toutes vos questions, que ce soit au sujet des EMI, de la manifestation ou de la réalité tout entière. Mais surtout, la réponse à votre plus grande question existentielle, qui vous êtes vraiment. Vous verrez que l'observateur est l'observé, ce qui signifie que l'homme est Dieu. Une version inédite de ce livre, comportant un chapitre en plus, est disponible gratuitement en rejoignant la Maison d'Elohim sur Skool. La Maison d'Elohim, c'est une communauté dans laquelle nous sommes déjà plus de 80 membres. Vous avez accès à tout ce dont vous avez besoin, que ce soit des archives scientifiques, les dernières découvertes sur la conscience, des formations, des programmes, tous mes livres, plus de 10 e-books, des musiques de méditation transcendantale, mais surtout une famille vivante avec laquelle évoluer et échanger sur un réseau social unique fondé sur l'unité. Il y a moins 50% à vie en rejoignant maintenant, alors foncez. Je vous mets tous les liens dans la description et en première ligne de commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu et je vous dis à tout de suite dans la Maison d'Elohim. Oriane